Most of us are one good deal away from finally replacing that worn-out rug, fixing up the backyard, or getting the bedroom we actually want. Good news, that deal's almost here. Wayfair's Black Friday and July sale. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space. Plus, free shipping. Black Friday in July ends July 27th. Shop today at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. Ready to experience something new? All Trails helps you find your next hike. Whether you're looking for something nearby or planning a trip, read reviews from real people like you to choose your trail and know what to expect. You can also download the map in case service gets spotty. Plan and experience your next hike with All Trails, the app for exploring the outdoors. Download it today and find your outside. While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Hello l'équipe, c'est l'été, le moment idéal pour débrancher, mais pas complètement. Tout au long des vacances, La Pointe vous propose de retrouver les interviews phares qui ont rythmé nos saisons. Aujourd'hui, on redécouvre ensemble l'épisode consacré à Fred Odon. Une discussion passionnante à découvrir ou à redécouvrir sans modération, que vous soyez sur la route des vacances ou au bord du bassin. Allez, c'est parti pour la rediff. Il a été joueur au Cercle des nageurs de Marseille, capitaine de cette même équipe et international français. 7 fois champion de France après plus de 20 ans de carrière, dont 14 en tant que professionnel, il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du water-polo, en faisant partie du cercle très fermé des joueurs ayant atteint la barre mythique et symbolique des 1000 buts en carrière professionnelle. Il est désormais directeur général du CNM, mais pas que. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ta carrière de joueur ? Ouais, un petit retour. On peut faire court. J'ai passé, en ayant passé la totalité de ma carrière au cercle, donc je suis passé par les écoles de formation jusqu'à intégrer l'équipe élite pour mes 17 ans, je pense, et j'ai joué jusqu'alors en 31 ans. Une première pause pour justement prendre le poste de direction au club. Et j'ai refait une saison supplémentaire en 2012-2013. Alors justement, pour enchaîner par rapport à ce qui a été dit, donc tu viens de dire effectivement que tu avais arrêté ta carrière en 2010, et puis 2 ans après, en 2012, donc tu remets le maillot. Qu'est-ce qui t'a motivé justement pour retourner dans le bassin ? Pour remettre les choses un peu juste pour l'histoire, c'est en 2010, j'avais 31 ans, j'avais pas du tout prévu encore de m'arrêter, d'arrêter ma carrière, et c'est vrai qu'il y a eu une opportunité en fait au sein de la direction du club. Le directeur général veut s'en aller, donc on m'a proposé de prendre des fonctions. J'ai eu peu de temps pour réfléchir, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. La preuve, c'est que j'y suis toujours, donc il y avait un vrai challenge et des belles choses à accomplir. Et c'est vrai que j'avais un petit goût d'inachevé en 2010, et ça m'a donné envie, en tout cas, une fois certaines étapes passées, parce qu'il a fallu que je reprenne un peu mes études en 2010, et quand j'ai réussi à valider en fait mes diplômes, il y a eu un gros changement au niveau du staff, puisque Petar Kovacevic s'en allait, et c'est Olivier Chandieu qui reprenait l'équipe, et donc on a discuté ensemble, et on a trouvé que c'était peut-être une bonne opportunité de pouvoir rejouer une saison, sachant que je m'étais maintenu, on va dire, en forme pendant ces 2 années-là, même si j'avais ralenti la cadence des entraînements, et que ça m'a permis en fait de faire une bonne préparation, et je pense une bonne dernière saison que j'ai pu savourer différemment que celle de 2009-2010, où, comme je vous disais, j'étais pas vraiment
J'avais pas préparé en tout cas cet arrêt de carrière. Donc 2012-2013, ça a vraiment été une année où j'ai pu savourer ça, le préparer en connaissant d'avance quelle serait justement l'issue de cette saison. Fred, tu nous as parlé de ta carrière de poloiste, donc les différentes étapes de la formation. Tu as passé aussi par la case natation au club. Je pense que tu as dû commencer un petit peu. T'es un enfant du cercle. À quel âge t'as commencé un petit peu ta carrière de nageur aussi, ton parcours de nageur? J'ai pris quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque au cercle, c'est les parents en fait, étant donné que le cercle reste un site avec beaucoup de piscines et un accès à la mer, ce qui se rassure les parents, c'est que les enfants sachent très rapidement nager. Enfin, du moins, c'était le cas à l'époque. Et du coup, j'ai commencé par prendre des cours particuliers, en fait, je pense, sur mes 3-4 ans, avec une ancienne olympienne qui était Odette Luzien. Donc, c'est elle qui m'a appris à nager. Et à 5 ans, j'ai intégré ce qui se faisait à peu près sur les âges, 5-6 ans. J'ai intégré l'école de natation qui était encadrée à l'époque par Alex Jani. Et puis après, j'ai fait toutes mes étapes jusqu'à mes 12 ans, parmi les sections natation du club. Il n'y avait pas la possibilité avant, dans les années 90, de commencer le water-polo avant justement à peu près cet âge-là, 11-12 ans. Je crois que j'ai commencé le polo en 90, donc à 11 ans, et ensuite j'ai passé aussi toutes les étapes là du water-polo. Mais il y avait vraiment, en tout cas, cet enchaînement natation water-polo qui était presque un passage obligé à cette époque-là, chose qui a complètement changé aujourd'hui, puisque on a des gamins qui sont à l'école de polo qui ont 7-8 ans, donc c'est totalement différent. Est-ce que tu as stoppé la natation parce que, donc, justement, comme tu l'as souligné, il n'y avait pas encore à cette époque-là la possibilité d'enclencher sur le polo jeune. Est-ce que dans ta tête, tu avais un futur de nageur ou très tôt, ton papa a joué au water-polo puisqu'il a été aussi champion de France avec le cercle. Est-ce que tu avais déjà dans un coin de ta tête le water-polo et je nage d'abord pour aller vers le water-polo? Ou est-ce que si la natation, si tu te destinais à une trajectoire de nageur où le polo était déjà bientôt fixé dans ta tête? Je me suis souvent, c'est pas vrai, je me suis pas souvent posé la question, mais je sais pas si j'avais des aptitudes en natation ou si c'est le fait d'avoir nagé auparavant au cercle avec des entraîneurs à l'ancienne un peu, et avec qui j'ai eu une super formation, parce qu'Alex Jani, même si c'était très jeune, ça restait quand même des gens qui avaient une approche du haut niveau qui était assez intéressante. Derrière, j'ai eu Georges Garret, qui est l'entraîneur vraiment mythique du cercle des nageurs. Je sais pas du coup si j'avais une aptitude pour la natation ou si c'est le fait justement d'avoir passé toutes ces étapes-là qui a fait qu'après, en tant que poloiste, j'étais pas un mauvais nageur. Je me suis rarement posé la question parce que en réalité, ce qui me plaisait, c'était pas tellement parce que c'était du water polo, mais je suis un joueur, j'aime jouer, j'aime la balle. C'est quand même beaucoup plus, on va dire, attractif le water polo que la natation, aligner des longueurs. Il y a une réalité en natation aussi qui est plus dure à admettre qu'en water polo. Water polo, c'est pas, on n'a pas besoin d'être le meilleur joueur du monde pour gagner des titres. Il suffit juste d'être dans la meilleure équipe pour en gagner. Donc il y a ce côté surtout de jeu, le jeu quoi. J'aime jouer et pas qu'au water polo, à tout ce type de sport, aux cartes, aux balles, à tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a un jeu, j'ai envie d'y jouer quoi. Donc j'ai été pendant des années et des années dans la chambre en équipe de France et au cercle avec Olivier Chandieu, et on passait nos journées à faire ça en fait. On faisait que jouer, on mettait des chaussettes en boule et on faisait des goals à goal quoi. Donc c'était vraiment un état d'esprit en fait, et le water polo ça reste un jeu de balle avec plein d'aspects différents qui rend ça super attractif. Fred, tu nous dis donc que tu es rentré en équipe première à 17 ans. Je m'en souviens puisque c'est en 97, 96, 97, c'est l'année où moi je partais, donc je me rappelle qu'on s'est croisés. À l'époque, Nice dominait le polo national de manière assez gargantuesque, hein, avec notre ami Christophe Augier qui est là. C'est le cercle est un club destiné à gagner, dont la culture de la victoire est importante. Le fait d'enchaîner comme ça les saisons, puisque je crois que le premier titre, ça doit être 2000, ton premier titre c'est 2004, 2003, 2004 2005 même. 2005. Donc le fait d'enchaîner comme ça dans un club comme le Cercle les saisons sans gagner le moindre championnat, comment tu l'as vécu? Ça a été très frustrant, très difficile même, parce que
Tu l'as dit, on sortait d'une période en fait où moi je suis né donc en 1979, mes premiers souvenirs ça doit être milieu des années 80, fin des années 80, et en fait je voyais le cercle tout le temps gagner. Ça a créé quelque chose en tout cas au sein de notre génération, hein, ceux qui sont nés un peu sur la fin des années 70, je pense aussi à Yann Vernou, Marc Vidil, tous ces jeunes là avec qui on a ensuite mené, on va dire, la reconquête du titre. On a grandi en ne voyant que le cercle s'imposer, et ça a donné en fait une sorte d'appartenance au titre de champion de France. C'était plus un titre, c'était le titre du cercle des nageurs. Et même si je n'étais pas là au tout début, donc en 92, je pense, de 92 à 95, quand Nice a réussi à s'imposer, le fait en 92, Nice gagne. Alors, c'était pas normal, mais on allait vite le récupérer. 93, 94, 95, en fait, ça s'installe et ça crée une sorte de frustration qu'on peut pas vraiment expliquer. Mais je pense que le ressenti qu'on avait toujours de dire tout le monde est contre le cercle, on veut plus de cette hégémonie, etc. Ça a créé une sorte de frustration qui ensuite a dépeint fortement sur les joueurs parce que on avait l'impression d'être nuls. Le terme, c'est ça, c'est-à-dire qu'on regardait en arrière, en fait, tout le monde gagnait facilement, puisque c'était 19 titres d'affilée, personne n'arrivait à venir battre le cercle à la maison. Et nous, non seulement on perdait, mais en plus, Nice s'imposait assez largement. Il y a vraiment eu une époque, notamment 98, 99, 2000, 2001, le Nice était largement plus fort que le cercle. Les finales n'étaient pas du tout serrées, il s'imposait assez largement. Alors pas 2001, je suis allé trop loin. 97, 80, 98, 99, c'est sûr. 2000 aussi. 2001, c'est un peu serré. C'est l'année où tout le monde avait fait la course à l'armement. Mais ensuite, 2002, 2003 et même 2004, Nice est beaucoup plus fort que nous. Et donc, nous, il n'y a pas cette analyse de se dire, oui, c'est normal, notre équipe est plus faible. En fait, on est la génération des nuls, quoi. Les autres gagnaient tout et nous, on n'arrive pas à gagner. Et puis finalement, ça s'inverse, mais ça a été une époque très intéressante. En tout cas, là, je parle pour la suite de ma carrière, non pas de poloiste, mais de dirigeant, parce que en tout cas, ça a permis et ça permet encore aujourd'hui d'avoir une analyse totalement différente en fait des priorités. Et on en parlera sans doute après, mais Ouais, t'aurais peut-être pas eu ouais, la même analyse si complètement. finalement tu avais gagné tout. Et il faut apprendre à perdre un petit peu au début C'est pour même avoir une C'est vision plus important globale. que ça même, finalement réussir à se détacher de l'importance que peut représenter le titre de champion de France. Alors, il y a des sports et le nôtre, ça le redevient, ou si on veut jouer la Ligue des champions, il faut être champion de France, c'est normal, mais pas que, puisque le second, maintenant fait des tours de qualif. Mais il y a vraiment une analyse qui est totalement différente sur justement, l'importance à donner au titre de champion de France. Aujourd'hui, le cercle en a 41. Est-ce que c'est vraiment important d'en avoir 42, 43, 44, ou est-ce que c'est plus important de gagner la Ligue des Champions? Et en fonction des priorités, c'est le fait d'être détaché justement de cette importance-là. Si vous m'aviez posé la question il y a 25 ans, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous aurais dit, il faut à tout prix gagner le titre de champion de France parce qu'il est à nous et il n'y a personne d'autre qui doit l'avoir. Et c'était vraiment une sensation très très spécifique et spéciale, mais qui en plus était en fait, c'était l'arbre qui cache la forêt. C'était quelque chose de réducteur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est réducteur. Dans cette quête, juste une chose, dans cette quête de titres, donc dans ces années, au début des années 2000, le club a même été jusqu'à donc engager un des papes du water-polo mondial qui est Nicolas Stamenic. Qu'est-ce que tu retires? Il est resté 4 ans. Qu'est-ce que tu retires de cette collaboration au point de vue personnel, au point de vue collectif? Est-ce que cet entraîneur a modifié complètement ta vision du polo et le joueur que tu étais jusqu'alors? Quelle influence il a eu sur toi? C'est l'entraîneur qui a tout changé. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement. C'est quelqu'un qui fait en sorte que on puisse comprendre en tout cas quelle est la différence entre le talent et le très haut niveau. Enfin, il y a plein de joueurs qui ont du talent mais qui sont pas en capacité de l'exploiter. Alors, je suis pas en train de dire que j'ai beaucoup de talent, mais en tout cas, une de mes qualités, c'était sans doute l'abnégation, la capacité à comprendre et à répéter les situations de jeu.
Et grâce à lui, en tout cas, en faisant un développement aussi personnel sur la tactique et la technique, c'est vraiment un entraîneur qui m'a permis d'appréhender complètement différemment le water-polo. En gros, avant lui, je nageais assez vite, j'étais malin, voilà. Mais par contre, je me jetais dans l'eau et puis j'attendais qu'une opportunité se présente sans la préparer, sans au feeling, voilà, si on peut dire comme ça. Alors qu'après lui, tout était pensé, tout était presque compris. Alors ça a mis du temps, hein, j'ai pas tout compris le premier jour où il est arrivé, mais je pense que le déclic, c'est la saison 2005-2006. Après le titre, alors qu'il est même plus là. Donc c'est par contre c'est des années de travail, de compréhension. Un héritage. Complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos meilleures années, presque, je crois qu'une des meilleures campagnes européennes qu'on fait, c'est après lui, c'est pas avec lui. Et parce que il était aussi, il avait des défauts, hein, mais par contre c'est une science du water-polo, c'est sûr. Et pour ceux qui veulent y adhérer, c'était une source inépuisable de stratégie, de technique. Enfin, il avait 10 ans d'avance, clairement. Il y a des choses qui se font maintenant et on les faisait déjà. Et il y a 15 ans, c'était déjà vraiment le top du water-polo. Et d'ailleurs, ça se perd presque. Je trouve que techniquement, ça a un peu baissé. Physiquement, par contre, c'est sans commune mesure avec ce qui se faisait avant. Les joueurs sont de plus en plus physiques mais par contre, techniquement et dans l'approche tactique aussi, je trouve que c'est moins poussé que ce que je voyais il y a encore une quinzaine d'années. Intéressant tout ça. Moi, je suis ravi de vous avoir. Juste une chose, je suis ravi de vous avoir tous les deux parce que vous avez un souvenir, enfin plusieurs souvenirs communs, mais vous avez ce souvenir des pré-olympiques d'Hanovre où vous étiez donc tous les deux. Cette équipe de France qui s'était qualifiée en 88-92. Nous, on n'avait pas réussi à se qualifier en 96. Et là, sous la houlette de Paolo Mallara, qui a la double casquette d'entraîneur et de Nice et de l'équipe nationale, vous faites les pré-olympiques à Hanovre pour vous qualifier pour Sydney. Vous faites un résultat incroyable sur la première journée en battant la Grèce 8-3. Moi, je suivais ça de très près. Je me disais, waouh, ils vont y aller. Est-ce que c'est la désillusion la plus forte de Christophe, tu pourras répondre aussi, de vos carrières respectives? Est-ce que c'est ce rêve olympique qui s'en va? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Fred, tu commences? Je vais dire quelque chose qui va sembler peut-être un peu bizarre, mais c'est à la fois une très grande désillusion et avec le recul aujourd'hui, en fait, je suis très mitigé sur toutes les grandes compétitions internationales, en tout cas à 21 ans et un peu plus tard après dans ma carrière, je voulais faire, parce que c'est vraiment ça le terme, et me dire finalement à quoi bon participer à des compétitions qu'on peut pas gagner. Alors il faut ou il aurait fallu que ce soit dans une continuité. Chose en fait que j'ai jamais connue en équipe nationale. J'ai joué en équipe nationale de 98, je crois, jusqu'en 2010. Et pendant 12 ans d'équipe nationale et divers entraîneurs qui y sont passés, il n'y a jamais eu de continuité, il n'y a jamais eu de construction pour le futur, en se disant voilà, c'est intéressant d'aller aux Jeux Olympiques de Sydney avec une équipe jeune parce que derrière on va essayer de construire, se qualifier pour tel et monter en fait de niveau avec peut-être une répercussion sur les clubs. En fait, on a pareil, j'ai grandi, mais c'est que des choses liées à l'enfance. De la même manière que j'ai grandi avec cette nécessité de gagner le titre de champion de France, j'ai grandi avec le rêve de participer aux Jeux Olympiques comme l'avaient fait les générations précédentes en 88 et en 92. Et ce qui aujourd'hui, par exemple, en tant que dirigeant, je trouve complètement ridicule. Alors certes, ça doit être magnifique de faire le tour du stade et de faire coucou au monde entier et de rencontrer des athlètes incroyables aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que on a vraiment envie d'aller prendre 5 branlées au jeu et finir 11e plutôt que d'être comme l'a fait là récemment l'équipe de France, par exemple au championnat du monde, d'être dans la 2e semaine, avoir une chance de faire une médaille. Ça, oui, c'est ce qu'on recherche quand on s'entraîne et qu'on est un sportif de haut niveau. Mais en fait, se terminer l'histoire, par exemple, comme alors il y a plein de choses à prendre en compte parce que je veux surtout pas dénigrer en fait les équipes qui se sont qualifiées et qui ont fait de grandes choses en se qualifiant pour participer aux grandes compétitions internationales. Mais est-ce que ça reste un bon souvenir, par exemple pour l'équipe de France en 2016, d'avoir fini avant-dernier ou 10e des Jeux Olympiques? Mais nous, Fred, notre petite victoire
en tout cas nous petits Français, la qualif, ça reste notre Graal. Déjà parce qu'on n'est pas invité à la table régulièrement, très souvent. J'en ai parlé sur le podcast la dernière fois. On n'a jamais fini au-delà, enfin plus mieux que la 10e place, que ça soit Séoul, Barcelone, Rio. Voilà, nous notre victoire, vu qu'on fait partie du continent européen et que on se qualifie pas tout le temps, c'est vrai que la qualif reste déjà, j'allais dire on n'a jamais été à part cette équipe récente là, dans un rêve de performance. Et c'est vrai que la qualif était déjà la victoire. Ouais, mais c'est la problématique de cette fin d'histoire, c'est-à-dire que après Trieste et la qualif en 2016, on a bien vu par exemple le changement d'attitude des joueurs. C'est-à-dire que c'était la fin de l'histoire. Ça s'est fini à Trieste. Et après, c'est du bonus, c'est des vacances. Et ça, c'est problématique parce que pourquoi les autres nations, en fait, quand elles se qualifient, oui, il y a aussi ce soulagement d'être qualifié pour les Jeux parce que c'est toujours, un sésame qui est très complexe et on le voit même parfois dans des matchs où il semble qu'il y ait une classe d'écart entre deux équipes, on voit que ça se joue à un but, c'est très compliqué. Mais par contre, les équipes qui s'y qualifient derrière, elles ont pas ce soulagement de c'est bon, la tâche est accomplie, on arrête et maintenant on essaye juste de pas se blesser pour faire partie de l'équipe nationale. Et ça, mais ta réponse, j'aurais donné exactement la même en tant que joueur. C'est qu'aujourd'hui, je me positionne complètement différemment en tant que dirigeant. C'est que qu'est-ce que je peux faire à mon échelle avec mon club et qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider la fédération pour qu'on comprenne en fait que finalement tous les joueurs qui sont en équipe nationale actuellement, les Thomas Vernou, les Romain Marion Vernou, les Hugo Crouzia, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils sont grands, ils sont costauds, ils ont la même science peut-être du jeu, ils s'entraînent aussi dur que les Serbes, les Italiens, les Espagnols. Et pourquoi nous on n'aurait pas une équipe qui est performante en fait aux Jeux Olympiques? Mais ça doit être une volonté et c'est pas aux joueurs de réfléchir à ça. Bien sûr que je comprends les joueurs qui donnent tout pour se qualifier et quand ils le font, ils sont ravis parce que ils ont aussi eux le poids des années sur leurs épaules. Ils ont vu que c'était complexe d'aller aux Jeux Olympiques et qu'ils sont très heureux de participer à cette. Mais ma réflexion aujourd'hui de quarantenaire, c'est de me dire, et Christophe il le sait, on est allé à Budapest en 2001. On s'est pris des fessées contre tout le monde. On a fini 12e des championnats d'Europe en perdant 9-1 le match de la dernière place contre la Roumanie. Moi, c'est pas un bon souvenir. Je me dis pas, pour moi, c'est mieux que les autres. J'ai fait les championnats d'Europe. C'est pas du tout un bon souvenir. Et ça, je l'ai compris vers la fin de ma carrière parce que, du coup, je vous brosse tout au passage, mais on a fait une qualif, pour Zagreb, les championnats d'Europe en 2010. Qu'on a perdu avec la France dans des circonstances un peu particulières, mais où au final j'ai engueulé presque Petar Kovacevic à l'époque parce que j'avais presque 30 ans en lui disant oui aussi c'est ta faute au championnat d'Europe B, on a fini à telle place, on aurait dû finir à telle place parce que du coup on aurait été placé dans tel groupe, ça aurait été plus facile pour se qualifier. Et il m'a regardé, il m'a dit mais t'es content d'aller au championnat d'Europe pour perdre 15 buts tous les matchs? Et ça m'a ramené en fait à 2001 où j'avais cette fougue parce que j'avais 22 ans et que la France s'était plus qualifiée depuis longtemps. Donc je me suis dit ça y est, Frédéric Audon arrive en équipe de France, tout va être facile et moi je vais faire 15 fois les championnats d'Europe, 20 fois les championnats du monde et sans doute faire les Jeux Olympiques. Et la réalité elle est tout autre. Et il avait raison en fait. J'ai pas du tout envie et toujours pas d'ailleurs même en étant vieux maintenant. J'ai toujours pas envie de participer à quelque chose pour me prendre et être ridicule et prendre une rousse devant. Et on était devant les Hongrois, il y avait 2000, 3000 personnes dans les gradins qui regardent la France perdre 6, 7, 8 buts tous ces matchs. C'est pas ce que j'avais envie, quoi, pas du tout. Et je m'entraînais pas pour ça, en tout cas. J'ai vraiment une aspiration pour le très haut niveau et que tout le monde, en fait, se mette sur ce même système de pensée en se disant, si c'est pas assez, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus ou qu'on trouve, en tout cas, les ressources et qu'on travaille différemment. Parce qu'on a droit aussi de faire du très haut niveau. Alors oui, c'était très fort, c'était plus costaud, plus grand, ça nageait plus vite, mais il y avait bien une raison. Alors après, c'est pas le problème des joueurs, mais c'est mon problème aujourd'hui en tant que dirigeant. Alors, je vais répondre à la question du coup aussi, parce que là on est un peu parti loin, et je vais recentrer un petit peu. Moi, effectivement aussi. Alors je suis un peu plus vieux que Fred, hein, pas beaucoup, mais 4 ans. Pour moi, effectivement, les pré-olympiques d'Hanovre et le résultat de ce premier match, en fait, je pense que un peu tout le monde dans l'équipe, on y croyait très fort, quoi. On s'est dit, c'est bon, on tape la Grèce premier match, c'est pour nous, on va y aller, quoi.
Et pour moi, c'est effectivement ma plus grande frustration en tant que joueur et pas avoir été à Sydney. Voilà, parce qu'il y a quand même ce rêve olympique. Et puis je rejoins Fred là-dessus. Même si derrière on est sur une équipe, enfin sur une épreuve plutôt où on sait que derrière effectivement on va se prendre un peu des roustes. Mais comme tu l'as dit Fred aussi, Durand cette fois, c'est pas on est en vacances, mais on est à cette époque-là et avant aussi. Enfin, on n'était pas invité effectivement à jouer contre les grandes nations. Et le fait de se dire, bah là, oui, on rejoint ce gratin-là et on a, puisqu'il y avait un peu moins d'équipes qualifiées, je crois que c'était une dizaine ou 12 peut-être, ouais, effectivement, mais enfin c'était un peu plus complexe de se qualifier. C'était notre chance en 2000 parce que il y avait pas de, les Africains avaient refusé, n'envoyaient Ouais, pas c'est d'équipe, ça. et du coup on se retrouve à ce tournoi de qualif où il y a 5 places en fait au lieu des Ouais, 4 et on initialement a prévus. été, voilà, et on avait été invité de dernière minute en plus. Ouais, Il y a aussi totalement. ça, donc on se dit, invité de dernière minute. On tape la Grèce au premier match. Je me souviens encore pour la petite anecdote, les Grecs qui voulaient contrôler le passeport de Oleg Pouzankov dans les buts parce qu'ils se disaient mais d'où il sort? Il avait tout arrêté, enfin un truc de fou quoi. Et mais c'était une expérience incroyable. Moi j'en garde malgré cette non qualification une belle expérience parce que voilà parce qu'on était vraiment sur presque du très haut niveau. Et derrière effectivement aussi cette année-là. Et Fred Audon en a parlé. En 2001, effectivement, on se qualifiait aussi pour les championnats d'Europe à Budapest. Ça faisait quand même 10 ans aussi que l'équipe s'était pas qualifiée. Donc c'était aussi quelque chose effectivement d'assez fort. Moi, je me souviens du match quand on joue contre les Slovènes à Nice, tournoi de qualification, dans un match qui se joue quasiment dans les dernières secondes. Pareil, un match assez incroyable. Et derrière, on accroche la qualification, parce qu'on avait joué l'Espagne aussi, qu'on avait affronté en match de préparation, on se prenait rousse sur rousse. Et puis là, ce tournoi, on s'est surpassé et on a réussi à se qualifier. Et même si effectivement on a fini 12e, moi j'étais assez frustré aussi de notre résultat parce que je pense que l'équipe pouvait mieux jouer que ce qu'elle a fait. Et pareil, voilà, on s'était qualifié et puis derrière, voilà, on est là et on profite. Et moi j'étais un peu frustré là-dessus, mais une compétition pour moi incroyable aussi en Hongrie, dans un stade, enfin c'est quasiment un stade rempli avec 3000 Hongrois, les écrans géants. Voilà, on vivait le polo comme on aimerait, je pense, tous le vivre, et ça reste aussi un bon souvenir. Et du coup, je vais enchaîner sur un peu la question que j'avais préparée. Donc cette année-là, en 2001, effectivement, donc on était au championnat d'Europe à Budapest, et aussi, on a fait les Jeux méditerranéens à Tunis. Et on finit avec la médaille de bronze, et ça reste à ce jour la dernière médaille au plus haut niveau international obtenue par la France. Tout de même. Quel souvenir tu en gardes, Fred, de ce tournoi aussi? C'est ce qui a adouci justement cet été 2001, c'est-à-dire qu'on revenait justement avec dans nos valises ces défaites enchaînées au championnat d'Europe, et à l'arrivée, quand on débarque à Tunis au Jeux Med, qui était dans une ambiance vraiment super, parce que tout le peuple tunisien justement s'était un peu mis au diapason d'une grande compétition internationale. Donc on avait fait nos Jeux olympiques à nous pour cette génération, parce que c'est le seul tour de stade rempli qu'on ait fait. Et c'était super parce que c'était un stade où je crois il y avait 60 000 personnes. Bon voilà. Et puis il y avait l'équipe de France de handball, il y avait plein d'athlètes un peu partout. Ça reste un excellent souvenir. Et puis quand la compétition s'annonce, on est la seule équipe, on va dire A, avec les Italiens et les Espagnols. Il arrive une équipe de Croatie remaniée, et l'équipe de Yougoslavie à l'époque aussi, mais avec quand même la moitié des joueurs en tout cas en devenir. Il y avait justement, je me rappelle, Nikola Janovic avec les Yougos. Il y avait 3-4 futurs grands noms en Croatie, et même les Grecs étaient pas mal. Il y avait Christos Aphrodakis, je crois, qui jouait là pour l'équipe de Grèce. Donc il y avait quand même un beau plateau. Les Slovènes, c'était pas mal. Mais bon, pour le coup, on avait un tout petit ascendant psychologique sur eux. Et la compétition se déroule, et on se qualifie dans des manières, je crois,
dans des circonstances un peu au meilleur, on perd contre les Croates, mais on bat les Serbes, les Yougos battent les Croates. Et au final, on se retrouve en fait à être qualifié en finissant second de la poule. C'était les 3 premiers, je crois, qui passaient. Les 2 premiers étaient qualifiés d'office et les 2 seconds se jouaient dans un quart de finale. Et donc on se qualifie en sortant les Grecs alors qu'on perd contre eux. Enfin bon, c'était, je te dis, au goal average général. Et puis au final, on se retrouve en demi-finale contre les Italiens. Alors il n'y a pas eu photo aussi, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'on a perdu quelque chose du type 11-1 ou 11-2. Ouais, c'était pas brillant comme match. Voilà, exactement. Mais bon, on se retrouve quand même à jouer une demi et puis surtout derrière le match de la 3e place contre la Yougoslavie. Et puis, ben voilà, on a réussi à remporter ce match, je crois, de 1 ou 2 buts. On monte sur un podium. Enfin, non, c'est un super souvenir. C'était vraiment bien. Surtout que bon, ça restait, vu le niveau, vu les équipes qui étaient sur place pendant cette compétition, ça restait une compète qui était quand même assez difficile. Et c'est vrai qu'après la frustration de Budapest, c'était super de pouvoir gagner, remporter une médaille sur ces Jeux Med. Fred, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc. Tu nous disais que pour participer et prendre des tôles et tout ça, ça t'intéressait pas, ce que je peux évidemment comprendre. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à nos joueurs, à nous? Alors, est-ce que c'est de la préformation, de la formation, des moyens de la Fédé, etc., etc. Là, on a vu qu'on avait fait un petit saut de qualité quand même avec cette équipe-là, puisque bon, si. There's never been a better time to get outside and experience the benefits of nature. Discover nearby trails and explore the outdoors with All Trails. Download the free app today and find your outside. Most of us are one good deal away from finally replacing that worn-out rug, fixing up the backyard, or getting the bedroom we actually want. Good news, that deal's almost here. Wayfair's Black Friday and July sale. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space. Plus, free shipping. Black Friday in July ends July 27th. Shop today at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. 6e au championnat du monde, puis 4e au championnat du monde. Qu'est-ce qui nous manque pour faire ce saut, pour s'installer dans ce groupe des 6 premières équipes mondiales? Est-ce que ça se joue sur des moyens alloués, sur la formation? C'est quoi ton regard là-dessus? Alors, je suis pas d'accord déjà pour dire qu'on est monté en qualité. Je pense que ta génération, celle d'avant, notre génération, je pense qu'il y a une qualité qui est relativement stable en France. Ce qui se passe là, par contre, et ce qui est indéniable sur ces 8 depuis Rio, c'est que par contre, en termes de gabarit, l'équipe de France, elle a passé un cap. Quand tu regardes la compo de 2016 et la compo de 2024, il y a vraiment une équipe qui est assez homogène en termes de taille et en termes de poids. Donc ça donne quoi comme indication? Ça donne que la qualité technique, celle dont je vous parlais tout à l'heure, elle a clairement baissé. Parce que être grand et costaud aujourd'hui avec ces nouvelles règles, ça permet de serrer les mains. Parce que les résultats de l'équipe de France, ils sont ce qu'ils sont, mais ce qui s'est surtout passé, c'est cette stabilité qui permet à l'équipe de France, en fait, d'atteindre un niveau qui est toujours assez linéaire. Et quand l'équipe d'en face joue pas bien, avant on perdait tout le temps, maintenant de temps en temps on les bat. Mais on gagne pas, ou très rarement, des matchs très importants. En fait, la 6e place et la 4e place dont tu parles tout à l'heure, elles se sont jouées sur un match en réalité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de nations qui avant étaient des nations avec qui on rivalisait difficilement. Je pense notamment à l'Australie, je pense même à des équipes qui ont complètement disparu aujourd'hui, mais les Pays-Bas, l'Allemagne, la Slovaquie, la Roumanie, on les battait jamais il y a encore une quinzaine d'années, ils étaient bien plus forts que nous. Et donc ces équipes ont nettement baissé de niveau, plus de formation, beaucoup moins de joueurs, et le fait que la France fasse partie quand même on va dire, d'un pays occidental assez développé avec des moyens que d'autres pays n'ont pas, ça nous permet aujourd'hui d'avoir eu en tout cas cette stabilité qui fait qu'on s'inscrit en fait dans les 8 meilleures nations mondiales. Encore une fois, parce que je pense que les autres ont énormément baissé de niveau. Parler de 2001, c'est toujours un étalonnage super intéressant.
regarde, Fred, je sais que tu adores faire ça, tu te mets la page Wikipédia en fait des championnats d'Europe 2001 et tu regardes la compo en fait des groupes et les résultats surtout. Et tu vas te rendre compte que si tu prends en compte les équipes qui ont disparu, Pays-Bas, Slovénie, Roumanie, les Slovènes n'y étaient pas du coup, Roumanie, Allemagne, Slovaquie. En fait, la France, on est à peu près au même niveau globalement. On a juste ces nations nous sont passées derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tous ces pays de l'Est, en fait, qui ne deviennent plus... le water-polo n'est plus un ascenseur social comme ça pouvait l'être auparavant. Maintenant, notamment, je pense aux Slovaques, aux Roumains, les parents, ils sont plus là à dire à leurs enfants « Ouais, faites du sport co, ça va te sortir du pays ». Ils font des études, et en fait, ils rencontrent des problèmes sur lesquels, pour les coups, on a de l'avance sur eux. C'est-à-dire que nous, la problématique des études et des parents qui poussent pas les enfants vers le sport, on la connaît depuis longtemps. Donc eux, ils sont en train de s'adapter à une situation qu'ils connaissent pas, mais que nous, on connaît maintenant depuis 20 ans. Ils s'occidentalisent, je veux dire. Complètement. Donc du coup, et même ça touche les Serbes aussi. Hein, on va dire, alors ils nous ont tous fait mentir aux Jeux Olympiques, mais la débandade serbe après 2016, en fait, elle est totalement liée justement à ces problématiques-là, parce que ils ont pas d'éducateurs, enfin ou du moins ils ont des éducateurs si tu préfères, mais ils ont pas d'entraîneur de water-polo. Comme nous, on en a très peu aussi. Et donc, qu'est-ce qui fait ta force? C'est ta base, c'est-à-dire si tu as 10 000 gamins, bah, tu es plus fort qu'une école de formation où il y en a que 1000. C'est mathématique, il y a rien à faire et on n'est que sur du talent. On va en revenir à ce que je te disais sur Stamenic, c'est-à-dire que Stamenic était un catalyseur capable de prendre un gamin avec un peu de talent, mais beaucoup moins fort, par exemple, qu'un super doué comme Mandic ou Filipovic, et il allait lui permettre d'avoir un niveau qui peut lui faire intégrer l'équipe nationale. Par contre, file à un mec qui a fait, je te dis n'importe quoi, du sport, qui est éducateur de handball, et tu lui dis viens 3 minutes au water-polo, tu lui mets 10 000 gamins dans la piscine. Normalement, même s'il comprend rien au water-polo, il va le remarquer, le Filipovic, le Mandic et les mecs qui font 2,5 m et 120 kg, qui nagent à peu près correctement et qui shootent plus fort que les autres. Est-ce que quelqu'un qui connaît pas le polo, tu l'amènes à la piscine, il regarde un match, il voit Thomas Vernou, je pense qu'il va te dire qu'il est pas mal normalement. Alors que potentiellement, ils connaissent rien au polo. Donc, leur base, elle est en train, en fait, de se réduire. Alors, pas aussi drastiquement que de là où nous, on part. Et donc, en fait, il se passe un phénomène où leur base, elle se réduit pendant que la nôtre, elle est en train de s'étendre un peu. Pas beaucoup, mais on est en train de ratisser de plus en plus large. Avec plus ou moins de réussite parce que il s'est passé des situations là sur ces derniers mois où on a perdu des clubs qui étaient en train justement d'essayer de construire des choses. Et peut-être qu'ils ont brûlé certaines étapes et ça les a menés dans des situations un peu délicates. Mais en tout cas, il y avait vraiment un attrait, par exemple du côté de Noisy, le CER 93 avait essayé de construire quelque chose justement qui était totalement dans cette optique-là, c'est-à-dire augmenter leur base de données en allant un peu chercher tous les clubs de la région parisienne pour pouvoir créer quelque chose de plus fonctionnel. Ça, en fait, ça t'exonère, si tu préfères, d'avoir des entraîneurs de qualité, puisqu'il suffit juste que tu puisses avoir l'œil sur 10 000 ou 15 000 gamins. Et à ce moment-là, bah, tu vas pouvoir créer une base pyramidale tellement large que ton sommet est beaucoup plus haut. Donc nous, aujourd'hui, ça doit être les problématiques des clubs et de la Fédé de réussir justement, si on n'arrive pas à faire de la formation pure et dure avec, 20 Stamenic largués sur le territoire pour qu'ils fassent passer des caps à tous les enfants, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir amener le plus d'enfants possible dans les piscines pour pouvoir choisir les plus talentueux dans un premier temps. Et ça nous permettrait déjà assez facilement de rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Et si en plus tu mets dans la tête des gamins qu'il y a la possibilité de s'imposer et que faire les Jeux Olympiques ou faire les Championnats d'Europe, c'est pas la finalité, petit à petit en fait tu vas créer en plus une mentalité où il se passera ce qui s'est passé avec moi au niveau national, c'est-à-dire tu grandis en étant frustré. Pourquoi moi je gagne pas alors que les autres gagnaient? Et puis créer en fait comme ça des cycles et des cycles et des cycles qui font que il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, et c'est dans ta tête. Moi j'ai grandi je te disais au niveau national avec il faut gagner le titre, mais j'ai grandi au niveau international avec il faut participer aux Jeux Olympiques. Par contre, quand je jouais et que je voyais Fabien Gillot, Frédéric Bousquet, Camille Lacour jouer des médailles internationales, alors qu'ils, je te dis, peut-être dans l'imaginaire des gens, c'est des surhommes, mais en fait, ils sont comme toi et moi, ils s'entraînent dur, ils sont sérieux, et ils étaient humains, quoi. Et pourquoi nous, ça serait différent?
Et Fabien Gillot revenait de vacances, il avait du bide. Mais 3 mois après, par contre, s'entraînait comme un chien, il était taillé en V. Mais par contre, il grossissait comme toi et moi. Et c'est juste un état d'esprit et surtout une croyance personnelle que tu arrives à mettre en œuvre et tu passes des caps. Et tu l'as vu aussi, je sais pas si tu as fait cette analyse-là, mais est-ce que tu as vu la différence d'approche du match entre la victoire contre les Hongrois au championnat du monde de l'équipe de France et les Croates, comment ils appréhendent le match derrière, alors qu'ils jouent exactement comme contre les mêmes mecs qu'ils ne respectaient absolument pas il y a encore un mois. Et tout à coup, Alex Boué, c'est un phénomène, et même lui, du coup, dans sa confiance en lui, il aborde le match différemment. Mais c'est le même joueur. C'est juste il a passé 1 centimètre, le plafond est devenu le plancher, et puis il se passe un truc. Le regard des autres est différent. Du coup, toi, ça te fait te sentir différent. Et t'es à peu près pareil, mais t'as fait 1 centimètre de mieux que la veille. Et t'es un joueur de classe internationale, en tout cas sur cette période-là, quoi. Et ça fait douter tout le monde. C'est vrai, c'est une très bonne analyse. Je voulais revenir juste à un truc te concernant. Donc, tu as fait, comme tu l'as dit en début de podcast, tu as fait toute ta carrière au Cercle des Nageurs. Je ne doute pas, vu les performances que t'alignais pendant une assez longue période, que tu as dû être approché par des clubs étrangers. D'abord, est-ce que c'est le cas? Et 2, est-ce que tu as été au bord de quitter le cercle et de partir tenter quelque chose ailleurs? Et si tu l'as pas fait, est-ce que c'est une petite forme de regret maintenant? Tout à l'heure, quand on parlait de regrets, j'ai plus de regrets de pas avoir de pas avoir eu l'opportunité en tout cas, ou d'avoir fait le choix dans ma carrière de jouer à l'étranger, que cette frustration. Alors Christophe, il a très bien dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est surtout le match contre la Grèce en fait qui a créé cette frustration immense en 2000. C'est que après avoir gagné 8-3 contre la Grèce, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai dit écoute, je vais aller au jeu. Il restait un paquet de matchs à gagner après, mais c'est surtout ça qui a créé cette frustration. Mais en tout cas, donc d'un point de vue personnel, avec beaucoup de recul sur l'ensemble de ma carrière, j'ai pas de regrets parce que une nouvelle fois, je pense que ce qui était important, c'était d'être préparé au mieux pour essayer en tout cas de donner le maximum et d'avoir des résultats. En tout cas. Mais est-ce que t'as été approché? Alors, j'ai été approché par Nice au début des années 2000 justement, quand Paolo a pris l'équipe de France et que je commençais à en avoir marre de perdre toutes les finales contre Nice, parce que donc là j'étais à 98, 99, 2000, donc je crois que c'est à la fin de l'année 99. Donc j'ai eu une discussion et puis bon, finalement c'était un peu trop difficile, en tout cas on va dire intellectuellement et émotionnellement surtout, de quitter le cercle. Parce que bon, c'est Pour un autre club français, ouais. quitter le cercle Et puis pour un club étranger, c'est pas la pour même Nice, chose. c'était sans doute pas non plus le bon moment. En tout cas, ça aurait été difficilement explicable à l'époque. Donc ça s'est pas fait. Le rival Ouais, niçois. complètement. Bah, surtout comme je vous disais tout à l'heure, du point de vue marseillais, ceux qui nous volaient notre titre. Donc c'était encore plus difficile à expliquer. Bon, donc ça m'a traversé l'esprit, mais ça a pas pu être mis en œuvre et bon, c'est comme ça. Mais à l'époque en tout cas, j'aurais vraiment beaucoup apprécié m'entraîner avec Paolo. Au-delà des clubs et de la rivalité, c'était vraiment le fait de pouvoir m'entraîner avec Paolo qui me motivait en tout cas et qui a créé une réflexion en tout cas à l'époque, malgré la rivalité. Et juste petite parenthèse, effectivement, Paolo que tu as fait venir au cercle quelques années après. Tout à fait, ouais. En 2016, Paolo est venu faire 2 saisons et demie au cercle, et donc avec qui on a reconquis d'ailleurs un titre ou on a continué du moins de gagner le titre de champion de France. Mais donc oui, Paolo qui m'a laissé déjà en tant que joueur un très bon souvenir et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler derrière quand il est venu entraîner au cercle. Oui, Paolo Malara pour ceux qui auraient un petit doute sur lui. Ouais. Et donc en 2002, pour répondre à ta question, en 2002, j'ai été approché par Catalunya, qui était encore en première division espagnole, mais qui finalement ça s'est pas fait non plus. J'étais à 2 doigts d'y aller et ça s'est pas fait parce que le club a eu un problème. Je crois que la piscine a brûlé ou quelque chose comme ça, et donc ils sont même pas restés en première division. Donc plus le jeu espagnol avec ton gabarit rapide, malin et tout ça,
ça correspondait bien à tes qualités. Bah, alors mon regret au final, c'est pas tellement de pas avoir joué là-bas, c'est de pas avoir pris moi la décision d'y aller et dans n'importe quel club en réalité. J'ai C'est quelque chose, je pense, qui m'aurait aidé de toute manière, même en jouant dans un club de seconde zone. Mais c'est des réflexions que tu peux avoir qu'en étant plus vieux. À l'époque, pour moi, Marseille, ça avait un standing et c'était ridicule de partir dans un club qui avait un standing inférieur à celui de Marseille. Enfin, en tout cas, celui auquel moi je pensais. Donc ça c'est assez bien. C'était que je te dise pas de bêtises, c'était à la fin de la première année de Nicolas Stamini. Donc j'ai très bien fait de pas partir parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est sûr que sans son enseignement, j'aurais jamais eu le niveau que j'ai eu ensuite. Et la dernière fois où j'ai eu l'opportunité de partir, c'est en 2007. On finissait les championnats d'Europe B, je crois, à Manchester, et où le Monténégro avait participé suite à sa séparation avec la Serbie, et donc était reparti dans les méandres avec nous des championnats d'Europe B. Et j'ai eu un coup de fil de Barceloneta, parce que je me suis toujours très bien entendu, et c'est toujours un ami d'ailleurs avec Petar Terbojevic qui à l'époque jouait là-bas. Et donc il avait pris le soin de me téléphoner et de me proposer justement de venir jouer à Barceloneta. Et après avoir réfléchi longtemps, ça s'était pas fait, mais là c'était pour des raisons en fait totalement personnelles. En 2007, j'avais mon fils qui était déjà né, j'étais installé avec mon épouse, c'était un peu un déménagement et un changement de vie qui était un peu compliqué à ce moment de ma vie, et donc du coup je suis resté à Marseille. Non pas que j'aurais pas aimé jouer à Barceloneta, mais c'était un vrai changement de vie qui était un peu difficile à prendre pour tout le monde, et que donc à l'époque j'ai pas réussi à faire. On va passer donc maintenant, alors après cette histoire très intéressante donc sur ta carrière de joueur, on va passer à ta deuxième vie, donc qui a débuté en 2010 avec le petit intermède qu'on soulignait tout à l'heure, avec un petit retour du maillot en 2012 pour un 7e titre de champion de France, et je crois aussi une Coupe de France en même temps cette année-là. Hein. C'est ça. Donc on va passer donc à ton nouveau rôle de dirigeant du Cercle des nageurs de Marseille en tant que directeur général. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton quotidien depuis cette période-là, voilà, comment donc tu avais souligné qu'il y avait eu une opportunité suite au départ de l'ancien directeur général, mais comment, puisque tu étais encore joueur à 31 ans, on peut se dire tiens, Frédéric Odon, pourquoi comment Paul Léchia, je crois qu'il était président toujours et qui est toujours le président, se dit tiens, je vais proposer le poste à Frédéric Odon. Alors là, je vais vous donner son explication à lui, mais apparemment, depuis qu'il avait pris la présidence dans les années 90, à chaque fois qu'il y avait une opportunité justement en termes de direction, le truc c'était de le proposer à un joueur de water-polo ou un nageur fraîchement retraité. Donc avant moi, mais qui n'ont jamais pris le poste, il avait été proposé à Marc Rosilla, donc ancien capitaine de l'équipe du Cercle, et à Jacques Favre aussi, ancien capitaine de l'équipe de natation du Cercle. Mais pour des raisons qui leur étaient personnelles à l'époque, ils avaient embrassé d'autres carrières. Et donc, quand ils me proposent en 2010, c'est pas la direction générale, mais c'est la direction sportive dans un premier temps, parce que ils pensaient que avoir un directeur général, c'était pas quelque chose qui était fonctionnel, et donc ils avaient pris la décision d'éclater en fait un peu toutes les différents métiers du club, et ils voulaient créer une entité vraiment direction sportive. Je pense ne pas avoir les qualités pour être un directeur sportif. Donc ça m'a pris un peu de temps pour m'en rendre compte pendant 2-3 ans, où au final en fait j'assimilais le fait d'être directeur sportif à préparer les budgets sportifs, encadrer les équipes du mieux que je peux, mais j'ai pas de vision du projet sportif en fait long-termiste de ce que en tout cas pour le club. Donc en fait les choses petit à petit, il s'est avéré que la direction sportive s'est transformée en direction financière, administrative, ressources humaines. Donc aujourd'hui ça doit faire 5-6 ans je pense, j'ai ce rôle de directeur général. C'est Romain Barnier qui est le directeur sportif du club, donc qui chapeaute les 2 sections natation et water-polo. Et j'ai un directeur technique qui s'occupe de toute la partie travaux du club, et j'ai des responsables événementiels et communication.
qui donc gère tout ce qui est événements sportifs, institutionnels, communication interne, externe. Voilà. Donc il y a tout un personnel qui est aujourd'hui en charge des différentes branches qui avaient été en 2010 confiées à différentes personnes. Et donc moi je suis en charge d'animer tout ça, de contrôler tout ça. Et c'est vrai que ça me correspond plus en tout cas, même si je reste éperdument attentif et amoureux du water-polo. J'ai un peu plus de recul sur ça, et c'est Romain qui est au plus près des équipes sportives. Donc mon quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est chapeauter tout ça, c'est être en lien tout le temps avec le conseil d'administration, le président et les différentes instances du club, essayer de faire en sorte que le club vive en fait tout simplement, et en maintenant ce cap qui est le sien depuis plus de 100 ans, c'est-à-dire l'excellence sportive et la formation. Fred, même, je connais un petit peu le cercle, même si évidemment je le connais bien moins que toi. Le cercle, c'est quand même un paquebot institutionnel, un paquebot financier. C'est quelque chose quand même c'est pas un Zodiac, quoi. De te retrouver comme ça, jeune, puisque tu nous parles de 35, 36 ans, à la tête d'une institution au sein de la cité phocéenne, un club où il y a plus de 4000 membres. Comment t'as embrassé le rôle, et parle-nous un petit peu de ça, le transfert de joueurs. Je dis pas que c'est facile, mais tout d'un coup passer de ce statut de joueur, même si tu étais un joueur capitaine de ça, mais là quand même directeur général. Tu nous parles de gens qui s'occupent de l'événementiel, du technique, etc. Comme tu dis, chapeauter sous ça, comme tu le dis facilement. Mais quand même, je te tire mon chapeau parce que c'est quand même pas rien, et il n'y a pas de flatterie dans mes propos. Mais c'est un gros truc quand même. Alors ça s'est fait évidemment par étapes. Au début, c'était toujours sous couvert tu y vas à tâtons, tu poses des questions, tu demandes l'autorisation. Et puis après, petit à petit, avec l'expérience, avec la connaissance aussi du dossier, la connaissance du club, parce que, par exemple, moi, personnellement, avoir grandi au club et y être toujours, ça a été parfois, on va dire, un avantage, et comme ça peut être aussi deux fois un inconvénient, parce que tu as plus de mal à te détacher dans la prise de décision, et parce que tu le vis, tu sais les conséquences en tout cas que ça peut engendrer. Et par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, prendre une décision en disant finalement le titre de champion de France on s'en fout, c'est à la fois, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose qui est le bon angle d'attaque en termes de résultats, mais d'un autre côté, c'est difficile en tant qu'enfant du club d'essayer d'expliquer ça à quelqu'un avec qui j'ai joué, avec qui j'ai grandi, et de me dire en fait j'en ai rien à foutre de gagner le titre de champion de France. Donc ça s'est fait par étapes, comme je te dis. Aujourd'hui, effectivement, après dans pas longtemps, ça va faire 15 ans que j'ai pris, je suis rentré avec un poste de direction au club. Donc oui, il y a un peu plus d'aisance sur certaines choses. Après, la beauté, l'intérêt de la mission, c'est que on reste dans un lieu qui est mythique, ça oui, mais surtout on reste dans un environnement qui est celui du sport de haut niveau. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Il faut qu'on arrive à s'adapter, il faut qu'on soit innovant, il faut pas se reposer en se disant ça va, le cercle il a 100 ans, on sait comment on gagne, on sait comment on doit faire pour gagner le titre de champion de France, alors on fait toujours pareil. Et c'est ce qui a causé notre ralentissement pendant certaines années, justement, on s'est pas posé les bonnes questions. Alors en tout cas les dirigeants, mais je m'inclus dedans parce que je suis leur on va dire héritier, mais on s'est pas posé les bonnes questions, et c'est ce qui a créé à un moment donné, et ce qui a permis à Nice de réussir à rivaliser avec le Cercle et de nous battre. Et comme on veut plus de ça, tout en acceptant le fait que ce soit possible, puisque Strasbourg a réussi à le faire plus récemment, dans une histoire plus récente, Montpellier aussi, il faut qu'on soit toujours encore une fois tourné vers l'innovation, tourné vers la formation, comprendre ce qu'on doit donner pour être au top. Et c'est même si j'ai l'air détaché des résultats, c'est un réel objectif de gagner la Ligue des Champions, et on s'y astreint tous les jours. On essaie de mettre un environnement viable et long-termiste, encore une fois, pour que le Cercle réussisse à la gagner, mais pas la gagner qu'une seule fois, parce que sinon demain je vais voir les banques, j'explique que j'ai besoin d'1 million d'euros pour la saison prochaine.
et j'accepte de rembourser un emprunt sur les 20 prochaines années et de baisser d'autant le budget du water polo pour dire on s'est fait un délire, on a gagné la Ligue des Champions, c'est super. L'idée, c'est vraiment de réussir à s'imposer, à faire partie du paysage européen et de développer quelque chose de viable en ajoutant à chaque fois des petites innovations ou des compétences qu'on va chercher à l'extérieur pour réussir à non seulement la gagner, mais être proche de la gagner chaque année aussi. Alors, est-ce que justement vous n'avez pas un petit peu touché du doigt, ou en tout cas ça a généré aussi cette envie justement avec pour l'instant la seule victoire aussi en Coupe d'Europe du Cercle des Nageurs de Marseille, premier club à gagner une Coupe d'Europe, comme l'OM l'avait fait en son temps. Hein. À Marseille, c'est toujours à jamais les premiers. À jamais les premiers. Donc du coup, est-ce que c'est ça qui donne aussi cette envie-là, ou est-ce que voilà, c'est ce projet à long terme de construction qui est aussi véhiculé par toi parce que tu as envie de en tant qu'ancien joueur et maintenant dirigeant de construire ça? Le club, les clubs sont des véhicules en fait pour les joueurs. Donc si on veut construire quelque chose d'agréable et donner une envie aux joueurs, il faut que le club soit armé en tout cas pour que on donne de la réussite aux joueurs. Donc ce qui est assez intéressant dans la victoire en 2019, alors je fais une parenthèse en disant que ça faisait totalement partie en fait d'un projet et d'un plan qu'on avait mis en place. Parce qu'on savait que c'était impossible de gagner la Ligue des Champions. On a voulu en fait concentrer nos forces sur gagner l'Eurocup pour voir déjà ce que ça générerait en termes d'attention médiatique et voir aussi quelle était notre capacité en fait à briller sur la scène européenne, quel que soit le niveau. Donc une fois pour finir la parenthèse, pourquoi on a mis ça en place? Ce qui est assez intéressant, c'est que la victoire en Coupe d'Europe, elle vient juste après la plus grosse désillusion que moi j'ai vécue en tant que joueur et dirigeant, c'est-à-dire une défaite en demi-finale du championnat de France contre Aix-en-Provence. Donc l'idée, c'était justement de tirer les conséquences de cet échec et comprendre en fait ce qu'il fallait mettre en place pour se projeter vers des résultats qui seraient beaucoup plus importants. Surtout, on s'est rendu compte qu'en 2018, quand on a perdu la demi-finale, on s'est réveillé le lendemain. Alors on était groggy parce que on s'était pris un sacré KO, mais en septembre, quand la saison a repris, on a fini 3e au lieu de premier ou second depuis 50 ans. Et en fait, le club il vivait exactement pareil. On n'a pas eu moins de subventions, on n'a pas eu moins d'engouement autour des membres, on n'a pas eu voilà. Donc c'était de se dire ok, quelle est notre base, qu'est-ce qui est important de réaliser par étape pour réussir à pérenniser quelque chose. Et aujourd'hui, donc ce que je disais sur les résultats, c'est que on peut faire ce qu'on veut en sport, parce que même si ça faisait partie de notre plan, 2019, c'est la conséquence d'événements en fait non maîtrisés qui font qu'à la fin vous vous imposez. Fred, qui est une encyclopédie, s'en rappellera, mais Erceg Novi en demi-finale, il bat OSC, qui a une équipe mais qui est taillée pour gagner presque la Ligue des Champions. Et il se passe un truc incroyable. Erceg Novi bat qui gagne le match aller, je crois 11-5 ou 11-6. Et il est un truc comme ça, et qui s'effondre au retour. Et après il y a une séance de penalty dantesque qui font rentrer notre goal actuel, qui était le deuxième gardien, qui arrête tout. Petar Tesanovic, qui était inconnu à l'époque, il devait avoir 17 ou 18 ans. Tout le monde disait ouais il est pas mal, mais bon il a fait l'enfer aux Hongrois. Et donc et je me rappelle aussi parce que j'étais au cercle pour le match aller de la finale. Il y a 4-0 pour Erceg Novi. Erceg Novi met 4-0 contre Marseille. Là, je me dis, il y aura pas de finale. Ils vont partir avec un 12-4. Et puis finalement, vous collez, puis vous gagnez ce petit match d'un but, mais c'est une victoire. Et donc, vous partez là-bas quand même dans l'enfer monténégrin, où vous gagnez aussi d'un ou deux buts. On fait match nul. Le match retour. On fait match nul. Match nul, oui. Oui, avec Igor qui marque le but peu de la délivrance à la fin et qui ramène la coupe gagnée à l'extérieur, ce qui est fantastique et un super souvenir. Et quand tu mets tout bout à bout, cette compréhension justement du fait que tu peux travailler très bien, tu peux mettre en place plein de choses de manière qualitative et tout, il y a quand même, et c'est ce qui fait la beauté du sport, il y a cette incertitude qui est liée aux événements en fait. Qui te permettent parfois de gagner et d'autres fois d'échouer, mais qui font que les résultats en fait ne sont qu'une conséquence. Et une fois que tu es détaché du résultat,
et que tu t'acharnes à bien travailler et à avoir justement une structure très pérenne. C'est ce que j'aurais aimé, j'aurais voulu pouvoir en discuter en tout cas avec d'autres dirigeants que je connais très bien et donc qui aujourd'hui qui étaient des joueurs et qui ont pris en charge des clubs, pouvoir avoir cet échange d'expérience justement pour expliquer que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut créer quelque chose, avoir une vision long-termiste pour que ça devienne quelque chose de pérenne et on se rend compte tout à coup que le club prend le pas en fait sur les joueurs. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez incorporer qui vous voulez, avoir tel ou tel joueur. Et en fait, il y a un état d'esprit, il y a une éthique de travail, il y a une vision commune qui est toujours très prégnante et qui permet de pouvoir changer certains joueurs, certains dirigeants, des entraîneurs, et de toujours avoir cette éthique de travail et cette envie de performer qui se transmet en fait à toutes les parties prenantes sur une saison et qui après font imaginer avoir des résultats positifs. Et chaque année là depuis maintenant 4-5 ans, on dit ouais, cette année on va gagner la Ligue des Champions et puis on voit que des fois on passe complètement au travers. L'année où on ne pensait pas trop bien faire, on a perdu le premier match contre Reco et puis après on a gagné 6 ou 7 matchs d'affilée en Ligue des Champions, c'était jamais arrivé. C'est le matin des matchs, j'avais même plus la pression, on allait à Juk Dubrovnik où quand je jouais, c'était impossible de marquer plus de 5 buts et puis là il partait à Juk Dubrovnik, je me disais bon ça va les gars, ils vont gagner en Croatie facile parce qu'on est plus fort qu'eux, ça joue mieux, et puis tu vois que vraiment c'est ton état d'esprit qui change, tu abordes plus les choses de la même manière. Là on va aller et tu le sais, même si c'est un club qui est en reconstruction, mais mercredi, ils vont jouer à Vachas. Et puis, nous, quand on allait jouer à Vachas, on se disait, bon, combien on va en prendre? Et puis là, s'ils gagnent pas, ça sera une déconvenue, quoi. Donc, c'est toi qui crée, en fait, c'est le club qui crée cette émulation et qui crée cet état d'esprit qui fait que tu deviens une place forte européenne et que les gens te regardent plus pareil. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, les clubs n'importe quel club qui vient à Marseille sait que c'est compliqué de venir s'imposer chez nous, quelle que soit la composition de l'équipe. Je voulais juste que tu nous parles, faire un petit focus sur le Cercle rapidement, parce que le Cercle est un club souvent, je veux pas dire un club à fantasme, mais les gens qui ne le connaissent pas de l'intérieur ont toujours cette espèce d'image qui est souvent tronquée et qui un club un peu secret, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'institution fonctionne, les membres, comment on devient membre, comment ça se passe, un peu le fonctionnement global du club? Le fantasme vient d'une communication, en tout cas, qui à un moment donné n'a plus été faite sur ce qu'est le Cercle des nageurs de Marseille. Pour bien le comprendre, et c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé quand j'ai pris la direction, je suis allé chercher les archives, je suis allé chercher les premiers PV, la création des statuts, comprendre l'origine en fait de la création du club. Donc pour bien comprendre ce qu'est en tout cas à l'origine le Cercle des nageurs de Marseille, c'est une dizaine de personnes qui veulent faire du sauvetage et de la natation en mer parce qu'il n'y a pas de bassin à Marseille en 1920 et qui se retrouvent sur le rocher où aujourd'hui il y a une piscine qui est construite et qui demandent petit à petit de plus en plus de privilèges, pouvoir construire une petite cabine pour laisser leurs affaires de natation, puis 2, puis 3, puis 4, puis pouvoir délimiter le terrain pour pas que les gens qui viennent bronzer puissent venir sur ces rochers où eux ont mis leur camp et s'entraînent. Et petit à petit, ce club prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de licenciés, de plus en plus de personnes qui veulent nager. Et c'est là où l'histoire du club, elle est, en tout cas, elle s'écrit et elle continue de s'écrire. C'est que de la même manière que tout à l'heure, je te parlais du sport de haut niveau et de cette, comment te dire, de ce mouvement permanent qu'est le sport de haut niveau. L'histoire du club, c'est un mouvement permanent en fait d'amélioration comme un sportif de haut niveau. Donc les gars en ont marre de s'entraîner en mer parce qu'il y a du vent. Quand il y a du vent, ils peuvent pas s'entraîner. Ils construisent le bassin d'eau de mer de 25 mètres en extérieur pour plus être embêtés par le vent. Il se passe 20 ans. Au bout de 20 ans, le vent, bon, c'est bien, mais par contre maintenant ils ont froid et il existe des piscines chauffées. Donc ils construisent un bassin intérieur. Et ça, c'est les membres qui font ça. C'est les membres. Ça, il faut le dire quand même, parce que les gens ne le savent pas. C'est les membres de leurs mains qui ont construit le premier bassin, plus le bassin à lézard d'eux-mêmes. C'est ça.
Donc ces membres-là, et c'est ce qui s'est perdu, non pas au fil du temps, mais dans la communication, c'est qu'on a oublié de dire en fait que pendant presque 80 ans, pas 80, je vais trop loin, mais pendant au moins 70 ans, en tout cas jusque dans les années 90, 100% des membres du club sont des personnes en fait qui ont un attrait au sport. Ils sont soit d'anciens sportifs, soit ils sont là parce que leurs enfants font du sport. C'est la seule population en tout cas qui est présente au club dans les années 90. Et derrière, ce que personne n'avait anticipé et c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose en fait. Il aurait fallu s'asseoir autour d'une table avec des gars qui étaient au club depuis 50 ans et de dire attention, il va se passer quelque chose, c'est que on vieillit de plus en plus. Et quand moi j'aurai 80 ans, si je suis toujours au cercle et que j'ai envie en fait d'avoir un ami qui n'a jamais fait de water-polo ou de natation, mais qui aime bien jouer aux cartes et avec qui moi je passe du bon temps, je vais peut-être lui proposer de devenir membre du cercle et je vais faire rentrer en réalité quelqu'un qui n'a jamais fait de natation et de water-polo, ce qui n'existait pas jusque dans les années 90. Est-ce que tu penses que ça dénature le club d'intégrer des gens de l'extérieur ou finalement, comme tu dis, si tu as un ami avec qui tu t'entends bien et que tu l'intègres, juste une question, quand le club n'avait que des gens issus, donc comme tu dis, du sport, il y avait combien de membres? 2005. We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails. Most of us are one good deal away from finally replacing that worn-out rug, fixing up the backyard, or getting the bedroom we actually want. Good news, that deal's almost here. Wayfair's Black Friday and July sale. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space. Plus, free shipping. Black Friday in July ends July 27th. Shop today at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. Maintenant, il y en a 3500. C'est pas énorme. Alors attention, 3500, c'est les membres et leurs enfants. Si tu rajoutes à ça tous les gamins qu'on accueille pour l'école de natation, tous les gamins qui sont dans les écoles de polo, on monte à plus de 4000. Mais ce que je voulais te dire, c'est que surtout, le fait de prendre des gens de l'extérieur, ce n'est pas un problème si l'institution est forte. Si tu sais où tu mets les pieds et que tu dis à quelqu'un, attention, tu rentres non pas dans un club où il y a des terrasses et un restaurant pour manger des pizzas, bronzer et jouer aux cartes, mais tu rentres dans un club parce que tu vas soutenir uniquement la natation et le water-polo. C'est pas du tout un problème de prendre des gens de l'extérieur. Ce qui pose problème, c'est quand tu prends des gens de l'extérieur qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas le club et qui estiment qu'en payant justement leur adhésion, qui est donc ce que je viens de te dire, un soutien au sport uniquement, ce sont des gens qui pensent qu'ils investissent en fait une somme en échange d'un service. Et donc le travail aussi aujourd'hui qui est fait au quotidien, mais qui se diffuse et qui va finir par revenir sur le devant de la scène dans très peu de temps, c'est vous soutenez le sport. Tous les membres du club sont licenciés aujourd'hui de la Fédération française de natation. Donc on a 3500 licenciés. Et tous ces gens-là, en fait, donc en tant que licenciés, sont des sportifs. C'est comme ça qu'on les appelle, qu'ils aient 5 ans ou 99 ans. Madame Exbraya, qui est la doyenne du club, qui a 101 ans cette année, elle est licenciée à la Fédération française de natation. Donc on n'a que des sportifs et des gens qui soutiennent le projet associatif du club. Et donc ces gens, de par ce soutien, en fait, sont dans la continuité des bâtisseurs de 1921, sont des gens en fait qui ne viennent au cercle que pour soutenir le projet associatif. Et du coup, quel est le prix du soutien à ces sportifs de natation et de water-polo? Il y a un fantasme aussi là-dessus, mais vas-y. Il y a différents tarifs parce que on est le cercle, il faut l'envisager comme une immense copropriété. Donc à la différence que les tantièmes, c'est des années d'ancienneté. Donc vous avez une cotisation adulte qui démarre à 1 000 € à peu près pour toutes les personnes qui ont fait partie
Donc on a une catégorie qui s'appelle les anciens champions. Donc si vous avez été champion de France sous les couleurs du Cercle des nageurs de Marseille, vous rentrez dans cette catégorie-là, et donc c'est la cotisation la plus basse du club. Donc elle fait 1 000 € pour l'année, et la cotisation pour les nouveaux membres qui viennent d'adhérer au club, la plus élevée, elle fait 1 750 € par an. Tu sais, Christophe, ça paraît. Alors, je dis pas que 1 700 €, c'est pas une somme, hein, qu'on se comprenne bien. Mais si tu divises par 364, puisque le cercle est fermé le 25 décembre, ça te fait un prix grosso modo à 4 € la journée. Je sais pas, parce que j'ai eu la chance de jamais payer une piscine municipale de ma vie, mais à mon avis, une entrée de piscine maintenant dans une ville où tu vas juste nager tes longueurs, tu te déshabilles, tu nages, tu t'en vas. Donc t'as pas les terrasses, t'as pas le resto, t'as pas la salle de gym, t'as pas le sauna, t'as pas l'accès à la mer, etc. À mon avis, tu payes 4 € si tu vas tous les jours. Tu payes à peu près le même prix. Alors évidemment, quand on donne la somme globale 1 700, ça paraît énorme, mais ramené à la journée, 4 € pour être dans ce lieu quand même assez paradisiaque. Moi, je trouve pas ça délirant. Non, mais c'était Il y a pas, ça, et il faut aussi. c'était pas le but, c'était pas de Non, dire non, un prix je ou comprends, pas. c'était indicatif. Mais c'était important, je pense aussi, voilà, justement par rapport au mythe. On parlait du mythe du cercle, Oui. aussi de le quantifier. Donc voilà, au moins les choses là sont fixées. Et pour mettre en perspective aussi ce tarif-là, ce qu'il faut aussi que vous envisagiez, parce que peu de personnes le prennent dans ce sens-là, c'est que vous avez des gens qui, justement, de par le positionnement un peu particulier et privilégié du club, investissent cette somme, d'une part pour éviter d'aller dans les piscines municipales parce que ce sont des gens qui aiment nager, mais vous avez d'autres personnes aussi qui le font parce qu'en fait, ils partent pas en vacances. Le club devient leur lieu de vacances. Donc quand vous ramenez à une enveloppe, par exemple, moyenne de ce que dépensent les Français pour partir en vacances sur l'année, vous êtes pas loin en fait de ce montant-là. Je pense même que c'est une enveloppe qui est inférieure, et vous avez des gens, comme le disait Fred, qui viennent toute l'année au cercle et qui passent leurs vacances au cercle. Moi-même, enfant, j'ai passé pas mal d'été au cercle. Oui, j'ai oublié le volley, j'ai oublié la pétanque, les jeux de cartes. Exactement. Donc effectivement, c'est un lieu de vacances élevé. Est-ce que 3000, t'as parlé de 3500 plus les 700, est-ce que c'est la taille critique? Est-ce que tu refuses du monde parce que vous pouvez pas être 6000 ou 7000 au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a des gens qui demandent à rentrer et par souci de taille, vous refusez ou pas? Alors, pour l'instant, là maintenant, je vais te mettre ma casquette directeur général. Il y a différentes visions. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision donc strictement sécuritaire. Donc tu prends un truc comme on reste un ERP, donc un établissement recevant du public. Je demande à la commission de sécurité de la ville de Marseille de définir en fait par rapport aux évacuations du club en cas d'attaque terroriste, d'incendie ou de choses comme ça, un nombre de personnes en fait qui peuvent être à l'intérieur du club en même temps. Donc ça serait une taille critique, ce que tu disais. Et donc à ce moment-là, on pourrait imaginer que le cercle pourrait faire, par exemple, comme les clubs espagnols. Je mets un tourniquet à l'entrée, je compte à chaque fois que quelqu'un badge sa carte et quand quelqu'un rentre et sort du club. Et par rapport à ce nombre-là, je prends 30 000 adhérents, comme fait Sabadell ou Barceloneta. Et par contre, je dis, il y a la 10 millième personne qui vient de rentrer, on peut pas être un de plus tant qu'il y en a pas un qui sort. T'as beau être membre, tu rentres pas. Donc ça pourrait être une chose qui est faite. Donc ça, c'est le calcul, on va dire, de l'occupation du club. Donc pour vous donner encore des chiffres, le cercle, quand on additionne toutes les surfaces par étage, il y a à peu près 25 000 mètres carrés. Donc ça laisse quand même beaucoup de marge par rapport au nombre de membres. On pourrait, si on voulait pousser justement ces capacités sécuritaires, on pourrait, je pense, être 20 000 membres. Il pourrait y avoir 15 000 personnes sur le site en même temps, ça poserait pas de problème. Par contre, on se marcherait un peu dessus, ce serait pas vraiment agréable. Ensuite, pour l'instant, en tout cas, l'idée qu'on prend pour fixer une jauge, c'est la capacité des cabines. Alors, je dis cabine, Fred, il sait exactement de quoi je parle, mais dans le club, en fait, il y a plein de petits vestiaires individuels, on va dire, qui sont des cabines individuelles où on peut rentrer à 3-4 dedans. Et donc, par rapport au nombre de places disponibles en cabine, plus les casiers disponibles au club, on a à peu près 700 cabines pour 200 casiers. Donc, en mettant 4 personnes en moyenne dans les cabines, ça vous fait 2008. Et plus les 200 casiers, on est à peu près à 3000 personnes.
sachant que dedans, donc dans les 3500 que je vous annonçais tout à l'heure, il y a plein d'enfants. Donc par exemple, une cabine qui serait remplie par une famille où il y aurait 4 adultes et 2 enfants, on considère que même si la capacité c'est de 4, ça c'est jouable. Donc l'idée pour l'instant c'est de coller à ça. Après, est-ce que ça va évoluer avec le temps? Je sais pas, mais autant vous dire que hormis 5 ou 6 week-ends en juin et septembre, il y a beaucoup d'espace au club et on se marche pas du tout dessus. Donc on est loin, à mon avis, d'être sur la capacité maximale. Et après, pour terminer sur le volet admission, en fait, aujourd'hui, on a fait une modification statutaire il y a un peu plus d'1 an. Il fallait être parrainé à l'époque pour pouvoir rentrer avant cette modification statutaire, qui était, et pour avoir lu les statuts d'origine, qui était une chose qui était faite et qui était très bienveillante. C'est-à-dire, demain, je veux que quelqu'un rentre au cercle. Non seulement je me porte garant en fait de ses bonnes mœurs, mais en plus, en tant que parrain, en fait, j'ai un rôle pour l'accueillir au club, lui montrer un peu les us et coutumes du cercle, quels sont les lieux, comment on les utilise, comment échanger avec les gens, lui permettre aussi de rencontrer d'autres membres parce que moi, je les connais déjà. Donc, il y avait cette idée-là de parrainage, mais qui posait un problème par rapport au statut d'intérêt général du club, puisque pour être d'intérêt général, une association doit être ouverte à tous. Alors, c'est à prendre comme on le veut, mais ouverte à tous, ça veut dire que tout le monde peut y adhérer. Ça veut pas dire que tout le monde peut devenir adhérent. Enfin, tout le monde n'est pas adhérent, mais tout le monde peut y adhérer, demander l'autorisation. Donc, on a supprimé les parrainages. Et aujourd'hui, donc, tout le monde peut vraiment poser une candidature au cercle en passant. C'est étudié par le comité directeur qui, en fonction des places disponibles au sein du club, ces fameuses places en cabine dont on parlait tout à l'heure, décide d'accepter ou de refuser la candidature. Et c'est comme ça qu'on devient ou qu'on patiente sur une liste pour entrer au club, au cercle des nageurs. Christophe, tu veux qu'on rebascule un peu vers le sport? Exactement, donc on va basculer du côté de la Coupe d'Europe. Donc le Cercle a parfaitement lancé sa saison de Champions League avec une victoire contre le Jadran Erceg-Novi, donc le champion monténégrin. Je crois qu'une victoire de 2 buts, si je me trompe pas. Est-ce que c'est pas Kotor qui est champion du Monténégro? Je sais pas, c'était ce que j'avais lu, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était la revanche de l'Eurocup. Exactement. Exactement. Pour le coup, ça c'est sûr. Donc on vient d'apprendre que Vladan Spajic, après son exclusion pendant le match, va être suspendu pendant 10 matchs. Ça hypothèque assez fortement peut-être sa participation aux autres matchs à venir. Est-ce que le club va faire appel de ça et toi en tant que dirigeant, enfin, comment tu considères ça, une faute professionnelle ou pas? Comment tu vois ça? Juste une petite précision avant que Fred réponde, et Fred me contredira si je me trompe. On est bien d'accord, c'est 10 matchs de Champions League la suspension, c'est pas 10 matchs contre Taverny, Reims, c'est quoi que ce soit. Donc 10 matchs de Champions League, ça veut dire que sa saison de Champions League, même si le club va loin, est quasiment terminée. Vous avez donc une poule de 4 avec 6 matchs, il y en a déjà un qui est joué, donc les 5 matchs de poule, il les jouera pas. Et puis ensuite, donc 10 matchs, ça, je pense que l'ALEN a voulu sanctionner à la même longueur de la blessure du joueur monténégrin, puisqu'on parlait de 6 mois d'arrêt. Et donc Spajic, vraisemblablement, ne remettra pas les pieds cette saison sous le maillot du Cercle en Champions League. C'est une situation extrêmement délicate pour le joueur, pour le club, pour le water-polo même en général. Et donc, il faut que je pèse bien chaque mot que je vais prononcer parce que en préambule, et c'est important, comme ça tout le monde comprend l'état d'esprit en tout cas dans lequel le club est et dans lequel je suis. Évidemment que on ne veut pas voir en fait de joueurs blessés gravement comme on a pu voir les images, en tout cas de la blessure. Donc ça, c'est important que ce soit ce qui saupoudre en fait tout ce que je vais dire ensuite. Par contre, je sais pas si vous avez vu le match. La décision, elle est pas prise en fait après le coup. Elle est prise parce que l'arbitre voit la blessure. Donc déjà, moi, ça me pose un vrai problème éthique et ça me pose un problème, en tout cas, au niveau de la procédure. Alors, je remets pas en cause, hein, l'arbitre, il décide de protéger l'intégrité, en tout cas, des joueurs et il se dit,
il y a quelqu'un qui a mis un coup, je vois que j'ai un joueur qui est blessé et qui nécessite une intervention. Et il n'y avait pas de VAR sous-marine. Hein. Non, donc c'est pour ça. Donc déjà, même cette décision, d'un point de vue strictement, encore une fois, réglementaire, elle est limite. Mais ok, on l'accepte. Encore une fois, il y a un joueur qui est blessé. En tout cas. Et aussi, ce qui est difficile, c'est qu'à la fois, je parle en tant que dirigeant et que j'ai une compréhension d'ancien joueur. Donc, en tant qu'ancien joueur, on sait qu'il y a des coups. Au polo, c'est un sport de contact et donc c'est pas que c'est un fait de jeu, mais c'est des choses qui arrivent assez souvent. Là, on a l'image du coup qui fait plus que ce qu'on voulait à l'arrivée, plus que ce qu'on souhaitait en fait faire. Vladan, il aurait mis le même coup, même intention, s'il y a une intention que la laine doit prouver pour le suspendre 10 matchs, j'y viendrai après. Il met le même coup, il l'attrape dans le plexus, sur le front. On n'en parle même pas, il n'y a pas d'image, ça fait même pas les choux gras parce que là, en plus, il y a les réseaux sociaux au milieu, c'est une boucherie, là, ces derniers jours. Mais on n'en parle même pas. Il s'est fait attraper en train de vouloir mettre un coup, il l'a tapé dans le plexus. Le joueur sort, il a un peu du mal à respirer. L'arbitre le met dehors pareil, 4 minutes, etc. Mais derrière, c'est sûr au mieux, il y a 2 matchs de suspension. Et pourtant, s'il y a une intentionnalité, c'est exactement la même qu'il y a eu mercredi dernier. La position du club, c'est de dire, évidemment qu'on souhaite pas que ce genre d'image et que ce genre d'action elle se reproduise. Évidemment qu'on ne veut absolument pas que le joueur serbe soit blessé, nécessite une intervention chirurgicale. Mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la LEN a prononcé déjà sa suspension. Au départ, il y a eu un flot d'informations sur la gravité de la blessure. Finalement, apparemment, dans 10 jours, il retourne à l'entraînement, le garçon. Il a. J'ai vu 6 à 8 semaines. Non, là, les dernières nouvelles. Moi, j'ai vu 6 mois. Ouais, non, mais les dernières nouvelles, donc les toutes dernières, suite à son intervention, il a eu des dents disloquées, exactement, donc ça a nécessité une intervention chirurgicale. Mais néanmoins, apparemment, dans 2 semaines, 2-3 semaines, il est à l'entraînement. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est que la LEN aujourd'hui prononce une sanction disciplinaire exemplaire pour une chose en fait qui n'est pas avérée. Donc pour mettre 10 matchs, il faut qu'il y ait une intentionnalité avérée du joueur. C'est-à-dire on voit un joueur sortir de l'eau, mettre un coup de poing en visant la tête et en voulant le tuer, c'est avéré, ça nécessite une sanction exemplaire. Là aujourd'hui, nous, on va faire appel, non pas pour dire attention, c'est pas vrai, il lui a pas mis de coup et encore, on pourrait faire de la mauvaise foi en allant jusqu'au bout en disant peut-être que le joueur il s'est cogné la tête contre son propre genou en mettant la tête sous l'eau et il est sorti comme ça. Prouvez-nous le contraire en nous fournissant une vidéo où on voit clairement Vladan Spajic lui mettre un coup. Moi, je pense, Fred, juste pour te couper 30 secondes, moi, je pense que vu, comme tu dis, il y a eu un battage médiatique, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, la première info que j'ai vue, c'était un arrêt de 6 mois du joueur. Moi, je pense que la LEN c'est pas précipité, mais s'est dit bon bah voilà, le gars va rejouer dans 6 mois, on va suspendre le Spajic pendant 6 mois et comme ça, bah on aura fait machin. Maintenant, si tu me dis qu'il reprend l'entraînement dans 15 jours, est-ce que la LEN reviendra sur sa décision ? Je sais pas. Ce qui est et je te rejoins parfaitement. Moi, je suis assez d'accord sur cette ligne de conduite dans la sanction de dire effectivement. On a prouvé, parce que allons sur ce sujet-là, tiens, celui que tu viens de proposer. Tu as vu l'action donc ? Oui, c'est au poteau, ouais. Il marque. Donc le joueur lui tombe dessus, dans son dos. Il lui tombe dessus, il lui met la main. Il n'y a pas un truc qui sort de l'ordinaire par rapport à une défense un peu rugueuse. Et je pense qu'en allant sous l'eau, il se sent un peu appuyé dessus, et puis il se tourne et il met le coup, et on a la blessure. Maintenant, prenons le problème dans une action similaire qui pourrait arriver. Le joueur lui tombe dessus, pareil, dans son dos, il veut se dégager et il lui met ce mouvement là avec le coup de coude, et il lui pète la bouche exactement pareil. Il prend 10 matchs aussi. Il veut se dégager parce que le mec lui tombe dessus. Donc il y a pas, quand tu fais ça, tu sais pas où tu mets le coup, mais tu es d'accord que tu peux lui taper dans le nez, tu peux lui taper dans l'œil, tu peux lui taper dans le plexus, et tu lui tapes dans les dents. Meilleur coup de ta vie, comme ça s'est passé, tu l'attrapes là, tu lui retournes 3 dents,
est-ce que tu lui mets 10 matchs? Non, moi je pense Est-ce qu'il y a la volonté non, moi, est-ce qu'il y a la volonté de blesser, de faire mal? Et il peut lui enlever les 3 dents pareil. Le gars peut être arrêté 8 mois. Est-ce qu'il doit être arrêté 8 non, mois moi je pense pour que pour ce mouvement? je pense que les 10 matchs sont consécutifs à ce que la LAN a considéré le communiqué qui a été reçu, je me répète, mais le joueur s'arrête 6 mois, on va arrêter Spike 6 mois. 6 mois, ça fait combien de matchs? Ça fait 10 matchs, on donne 10 matchs. Je pense que c'est ça. Si le joueur avait été blessé, etc., carton rouge, mais comme tu dis, qui reprend l'entraînement dans 3 semaines, la LAN, je pense, aurait mis 3 matchs. Pour moi, la LAN a fait un travail. Enfin, en tout cas, ils sont allés trop vite en besogne. Ils n'ont pas pris. Trop vite, oui. Ils n'ont pas pris la peine de faire une analyse poussée, en tout cas, de ce qui s'était passé, de comparer les images, les versions. Aujourd'hui, moi, j'ai un délégué qui a rien vu, sûr et certain. J'ai un arbitre qui a vu une blessure et qui a pris une décision pendant un match. Et derrière, sur cette blessure, et non pas sur l'intentionnalité en fait de la brutalité, sur cette blessure, on a toute une série, une cascade d'événements en fait qui arrivent jusqu'à une suspension de 10 matchs. Pour donner un exemple, qui à mon avis n'est pas du tout adapté en tout cas à la situation. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut qu'il y ait à l'arrivée. Hein. Attention, c'est-à-dire que si les étapes sont respectées et que quelqu'un dit il y a intentionnalité de blesser et il y a une atteinte de l'intégrité, il y a une volonté en tout cas de porter atteinte à l'intégrité physique d'un joueur. Oui, alors Vladan Speic, il doit prendre 10 matchs. Et oui, le cercle des nageurs dira on est d'accord avec cette décision. En revanche, si tu bâcles toutes les étapes et que tu n'arrives pas à prouver l'intentionnalité en fait de la faute, qu'est-ce qu'on ferait si demain il est entendu dans le cadre de cette affaire et qui dit j'ai voulu me dégager, j'ai mis un coup de poing, oui, mais je visais sous le menton. Et puis sa tête elle est descendue plus vite et je l'ai attrapé dans les dents et mais enfin des coups qui sont portés comme ça, volontaires ou pas, méchants ou pas, mais il y en a dans tous les matchs. Et donc la LAN ne se pose pas la bonne question. En fait, à quel moment ils vont prendre la décision de rendre le jeu moins physique pour qu'il y ait de moins en moins de duels de ce type-là. Et là, ils vont potentiellement, parce que je peux aussi extrapoler sur ce qui va se passer ensuite. Il prend 10 matchs, on va prendre une sanction disciplinaire contre lui, parce que je vois pas l'intérêt de garder un joueur sous contrat qui ne peut plus jouer en Ligue des Champions pendant 10 matchs. Il va sans doute pas jouer de l'année, il va pas s'entraîner. Il y a des clauses, sans dévoiler des secrets, il y a des clauses dans les contrats des joueurs là-dessus. Les clauses, elles sont dictées par le droit du travail français qui est très contraignant envers les employeurs, envers les employeurs. Donc non, il peut y avoir, on peut essayer. Il y a dans son contrat évidemment qu'il y a une éthique sportive à respecter et qu'on pourra toujours essayer de démontrer qui n'a pas été respectée. Et la LAN en plus vient approuver ça en disant attention, ce joueur s'est mal comporté, il a enfreint les règles. Donc oui, il y a toujours des choses qu'on pourra exploiter sans garantie de résultat évidemment avec les prud'hommes derrière. Mais oui, on pourra en tout cas entamer une action qui pourrait mener jusqu'au licenciement évidemment. Donc, mais pour finir, si la sanction était confirmée. Si la sanction est confirmée, et donc, et pour finir avec Vladan, il s'entraîne pas, il va pas être pris en équipe du Monténégro, il va garder cette étiquette de joueur violent et incontrôlable. Il se fait lyncher là actuellement sur les réseaux sociaux. Le même coup, je répète parce que pour moi c'est très important, le même coup dans le ventre. Et il y a pas ce déferlement de haine, il y a pas toutes ces questions qui se posent. Par contre, que la LAN se pose des bonnes questions sur leurs milliards de changements de règles auxquels on a droit depuis 10 ans, la FINA et la LAN, et pourquoi on revient pas alors puisque les joueurs, on en parlait aussi en préambule tout à l'heure, sont de plus en plus grands et de plus en plus costauds, mais pour une bonne raison en fait. C'est pas juste qu'on a trouvé un stéréotype de joueur, c'est que le règlement favorise le physique, donc les grands, les costauds, qui ont plus besoin de technique. Maintenant, ça shoot tout droit, ça nage tout droit, ça bourrine. Il n'y a plus un défenseur pointe de métier parce que en fait, c'est les règles qui veulent ça. Remettons l'avant. T'as plus de défenseur pointe de métier parce que ça me gêne un peu ça parce que les arbitres considèrent que le défenseur pointe n'a aucune chance de rivaliser avec la pointe et donc en fait, dès que la balle est posée en pointe suffisamment bien, le défenseur pointe il gicle automatiquement.
que ça soit Ivovic, Pierre-Paul Jacques, les meilleurs défenseurs. J'allais dire, ça sert plus à grand chose presque d'investir pour un club dans un défenseur pointe, puisque de toute façon, que n'importe qui défende, le résultat c'est le même. Oui, Il y a exactement. exclusion. Justement, tu parlais on va faire une passerelle là-dessus, tu parlais des nouvelles règles et ça. Je pense que ça t'a pas échappé, il serait question, conditionnel, d'un 25 secondes d'attaque. T'as dû voir ça, un 25 secondes d'attaque sur un 25-20. Donc, on garde la largeur, voilà, 25-20. J'avais lu un article là-dessus, en Italie, il disait que ça serait pas bien parce que, les joueurs vont jouer de plus en plus longtemps puisque t'as de moins en moins de mètres à nager. Et donc, maintenant, les joueurs jusqu'à 40 ans, ils pourront jouer jusqu'à 45 ans. Un Siemens à l'époque, qui shootait fort et, en fait, maintenant, tu vas avoir 10 mètres à nager 12 mètres à nager pour arriver en attaque quand tu joues poste 3. Et puis, t'envoies des pétrons de 10 mètres et donc tu peux jouer jusqu'à 45 ans. C'est quoi ton analyse là-dessus? Alors, ils disent que ça accélère le jeu, que c'est sympa et que les 5 mètres du bassin, finalement, en longueur, ne servent pas à grand chose. Est-ce que toi, tu serais favorable à un 25-20 avec 25 secondes ou pas? Avant de philosopher sur les règles, il faut relever la phrase que tu as utilisée. Tu as dit, ils disent. C'est qui, ils? Les instances. Et les instances, c'est qui? La finale, la laine. Là, ce que j'ai vu, c'est la laine. Et il y a qui dedans? Des mecs qui ont 90 ans, qui comprennent rien, et le water-polo, quand même, un sport assez incroyable, où des vieux dinosaures du water-polo considèrent que on va rendre un sport plus spectaculaire en changeant les règles. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu tout le temps dans n'importe quel sport. Temps. Voilà. Donc eux, ils parlent de lisibilité, de compréhension. On est le sport le moins compréhensible pour un néophyte du monde. C'est-à-dire, on regarde, il y a une telle importance de l'arbitre sur notre sport que l'arbitre, en fait, s'il n'est pas cohérent, ça rend totalement illisible, en fait, le jeu. Donc, il faut réfléchir à ça, numéro 1. Comment ça se fait? Un mec, première question qu'il pose, s'il s'intéresse aux techniques après avoir demandé ça se joue à combien, ils ont pied, c'est quoi les distances? La première question que quelqu'un pose en regardant du water-polo, c'est « Attends, je comprends pas, là, il y a 2 secondes, la même balle qui arrive en pointe, il y a eu but, là, il y a rien, et le coup d'après, il y a contre-faute. Et pourtant, c'est 3 fois la même action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, tant qu'on responsabilise pas les arbitres sur une certaine cohérence, c'est-à-dire siffler toujours la même chose, non pas que ce soit bien ou pas bien, mais du moins que ce soit lisible pour le spectateur. Et qu'on comprend pas que le jeu, en fait, il va devenir spectaculaire par les joueurs et non pas par les règles. En fait, on va se noyer. Là, ils font des essais. C'est-à-dire que quelle est la garantie que demain de passer en 25 mètres, ça va améliorer, en fait, le côté spectaculaire du water-polo. En fait, on a eu le défenseur qui dévie la balle sur un shoot, il n'y a pas corner. On a eu les 35 secondes, les 30 secondes. On a eu le coup franc à 7 mètres, à 6 mètres, à 5 mètres, à 6 mètres. On a eu les 2 mètres où tu peux rentrer dedans. Là, maintenant, le 25-20. Et je pense que j'ai oublié encore des règles. La substitution, la flying zone. Ouais, au milieu. Voilà. Le foot, qui est le sport le plus lisible au monde, a changé une règle en 150 ans. La passe en retrait au gardien que tu dois dégager. C'est tout. Et donc, alors je dis pas qu'il faut rester dans ces certitudes et dans cette absence de changement de règles, mais autant un sport qui change pas et qui peut être considéré comme trop conservateur parce qu'il change jamais. Mais nous là, comme tu dis, en l'espace de 15 ans, si tu prends quelqu'un que tu isoles un peu du water-polo pendant 10 ans et qui revient voir un match, il comprend rien. Et qui revient voir un match, machin, il comprend rien. Il y a un changement de règle tous les 1 an et demi, des règles majeures. Et finalement, ça n'apporte, comme tu dis, pas de lisibilité et on comprend de moins en moins. Même les gens qui ont joué comprennent de moins en moins. Aujourd'hui, vu l'évolution en tout cas et on va dire ce qui se passe actuellement dans le water-polo, donc on parlait tout à l'heure des problématiques, des exclusions des défenseurs pointes et tout, c'est effectivement que ce dont découle en tout cas ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est justement cet avantage qui est donné à l'attaquant, qui n'existait pas avant. Et donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de pointes en fait qui tiennent et que le défenseur pointe s'en sort pas, et donc d'où toutes les exclusions dont tu parlais tout à l'heure. Pour moi, et c'est peut-être une erreur, tout ça en fait est le résultat d'années et d'années et d'années de durcissement en fait de la défense qui à la base était lié au passage, puisque dans les années 90 ça n'existait pas, de la zone au pressing. Avant, tout le monde zonait, il n'y avait pas de pressing, ça n'existait pas le pressing où tout le monde était sur les lignes de passe, où on attrapait le mec avant qu'il arrive. Puisque quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que la règle originelle du water-polo, c'est que on n'a pas le droit de toucher
un joueur qui n'a pas le ballon. Pas le droit de le toucher, non. Donc, remettons ça en place, et on va voir si ça offre des espaces, parce que quelqu'un qui n'est pas touché, qui va donc toujours avoir un temps d'avance sur son défenseur, un défenseur qui touche pas un attaquant, quand il commence à se mettre en mouvement, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il va faire. À gauche, à droite, il recule, il avance, j'ai pas le droit de le toucher. Si tu le touches, il y a exclusion. Et pareil pour la défense pointe, etc., etc. Et revenons plutôt à quelque chose de plus fluide, de plus lisible, où l'attaquant a toujours cet avantage-là, mais par contre, on peut pas, ni l'attaquant ne peut aller toucher le défenseur sans ballon, ni le défenseur peut toucher l'attaquant. Et peut-être que ça offrira déjà le choix à des gabarits un peu plus comme le mien, par exemple, de rejouer au water polo, parce que c'est quand même de plus en plus difficile quand on est un peu léger de jouer au polo. Et peut-être que ça va fluidifier le jeu, que ça va fluidifier le rythme. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, pour avoir joué en 25 mètres et en 30 mètres, je suis pas du tout d'accord avec un passage en 25 mètres parce que ça va au contraire, encore une fois, favoriser le contact physique en réalité. Et pas du tout le mouvement. Et le mouvement, c'est ça qui est spectaculaire. C'est pas les shoots forts à 10 mètres. Ce qui est impressionnant plutôt, c'est quand Perron, il fait des rentrées, qui reçoit la balle dans des petits espaces. Et par exemple, une des règles qui est bien, c'est cet avantage qu'ils ont donné à l'attaquant de pouvoir maintenant aller jusqu'au but sans être touché. On peut pas le toucher quand on est dans son dos parce que sinon ça crée un penalty. Ça, ce sont des règles intéressantes. Mais par contre, tout le reste, tant qu'ils comprennent pas en fait que Vladan Spajic qui met un coup à un adversaire, c'est consécutif en fait d'une tension permanente parce que lui il joue en pointe et que on le voit lui réagir comme ça à ce moment-là. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il s'en est pas pris plein la gueule pendant 10 minutes avant aussi? Donc peut-être qu'on a assisté juste à un mauvais geste consécutif de plein de mauvais gestes qui n'ont pas de conséquences dans un premier temps. Et ce combat physique permanent qui est imposé aujourd'hui aux joueurs de water polo à cause des règles, pour moi, c'est ça la véritable origine du problème. On va arriver à la fin de ce podcast, parce que je pense qu'on pourrait encore poser énormément de questions. On pourrait parler des heures avec Fred au polo. Ouais, c'est une des rares fois en plus où je parle plus que Fred. Et oui, c'est à noter, effectivement. On a trouvé plus bavard. Le museau. On a trouvé plus bavard. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, pour finir, il y a un podcast que j'écoute régulièrement qui s'appelle In Power, animé par Louise Aubéry, que je vous recommande, et qui demande souvent à ses invités qui elle aimerait bien entendre à ce micro. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait faire un peu le même exercice que toi et venir au micro de la pointe avec une question. Si vous, là, je dis un truc vraiment du fond du cœur. Même si c'est en anglais, mais si vous arrivez à avoir Nicolas Stavini, arbitre international français, sur Sébastien Dervieux, sur ce plateau, ce qui me semble quasiment dans impossible. l'épisode numéro 5. Apparemment, il a disparu des radars, plus personne ne le trouve. Mais je suis sûr qu'il a encore qui aimerais-tu entendre à ce micro? Et qu'il a. Il a quel âge là maintenant? Je sais exactement quel âge il a parce que il était de la même année qu'Armand, donc il est né en 49, Nicolas. Donc 75 ans. Mais je suis sûr qu'il a encore un œil sur le polo. Par contre, après, en français, c'est une bonne question. Là, vous me prenez un peu de court. Pas forcément dans le polo, Fred. Hein. Pour une analyse. Mais une personnalité du sport, évidemment. Alain Weiss, moi, si je devais dire quelque chose. Si vous arrivez à discuter avec lui, parce que c'est quelqu'un, écoute bien, ce que je vais te dire, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui a mis en avant le management du joueur et qui déroge complètement avec tout ce qu'on a connu nous dans le sport, c'est-à-dire cette éducation sportive militaire. Sont les marche ou crève, les meilleurs, on fait tous pareil et il sortira les meilleurs quand tout le monde fait la même chose, etc. Alain Weiss, il a mis en place une méthode justement de compréhension des profils psychologiques des joueurs de haut niveau, je parle, extrêmement intéressante. C'est passionnant. Ça, tu serais très surpris, par exemple, de comment faire performer en fait chaque joueur de ton équipe en prenant en compte justement chaque individualité. Tu peux pas parler à Andrea Perlainovic comme tu peux parler à Hugo Crozia. Tu peux pas parler à Hugo Crozia comme tu peux parler à Pierre-Frédéric Van Peperstraat. Et comment une fois que tu as compris quels étaient leurs profils psychologiques, comment tu t'adresses à eux en groupe, individuellement, pour qu'ils atteignent en fait leur plus haut potentiel. Et Alain Weiss, il maîtrise ça à la perfection et c'est très intéressant en tout cas quand tu t'intéresses au sport de haut niveau et au management en tout cas. Parce qu'aujourd'hui c'est indispensable avec les nouvelles générations d'être capable de faire ça. Marche ou crève, il n'y a plus personne qui t'écoute. Je me renseignerai là-dessus. Merci Fred.
Et pour finir, si les personnes veulent te suivre ou peut-être suivre le Cercle des nageurs de Marseille, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, vous pouvez me retrouver juste au cercle et au bord des bassins quand il y a des matchs de water polo. Et sinon, le cercle, vous trouvez toutes les informations aussi relatives au cercle, aux résultats, sur toutes nos pages Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, en tapant Cercle des nageurs de Marseille, c'est assez facile ça. J'avais une dernière question, Christophe. Fred a dit qu'il aimait jouer. Je le connais bien, les cartes, le truc machin, et je sais qu'il joue encore au polo. T'as été champion de France avec le Cercle de National 2 l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu joues toujours? L'année dernière, déjà, on a voulu rejouer un peu en N3. Alors moi, c'est pas l'envie qui m'en manque parce que je prends toujours autant de plaisir à jouer, quel que soit le niveau. C'est très agréable de jouer au water polo, même si c'est très difficile. Mais l'année dernière, ça a été compliqué à chaque fois de réussir à faire une équipe parce qu'on s'était mis on avait un groupe de vieillards, si je puis dire, parce que le plus vieux, c'était même Jean-Marie Olivon dans la cage, avec son corps tout taillé. Et donc, je te disais, ça a été compliqué à chaque fois de trouver le bon nombre pour faire les matchs et tout. Donc, ça a fait pchit. Et cette année, on n'est pas reparti sur une équipe. Donc non, on joue plus là. J'ai pas enregistré d'équipe de vieux. Mais comme je t'ai dit, tous les membres du cercle et même les salariés du club, on est licenciés. Donc qui sait, peut-être que je pourrais jouer avec l'équipe N2 de Yann Vernon. Merci beaucoup Frédéric Audon pour ce temps passé avec nous sur le podcast La Pointe et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Most of us are one good deal away from finally replacing that worn-out rug, fixing up the backyard, or getting the bedroom we actually want. Good news, that deal's almost here. Wayfair's Black Friday and July sale. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space. Plus, free shipping. Black Friday in July ends July 27th. Shop today at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. All new drinks are now at McDonald's, with refreshers like the Strawberry Watermelon Refresher and the Mango Pineapple Refresher with popping boba, to crafted sodas like the Sprite Berry Blast with berry flavors and cold foam. Who knew ice-cold drinks could be so fire? 6 all-new drinks are here, now at McDonald's. Refreshers contain caffeine. While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.